États ruraux, ils sont majoritaires. Et il faut, je le rappelle, 270 grands électeurs aux candidats pour devenir président des États-Unis, alors qu'à l'heure actuelle, Donald Trump est crédité de 267. Reste avec nous, il est 9h30 à Paris. 8h30 en temps universel. Merci d'écouter RFI. Dans 3 minutes, la suite de notre émission spéciale, mais pour l'instant, c'est la dernière édition d'Afrique Matin. Bonjour Sébastien Duhamel. Bonjour Juan, bonjour à toutes et à tous. Et de nouvelles discussions chapeautées hier par la médiation angolaise dans l'espoir de faire taire les armes dans l'est de la RDC. Rencontre à Goma, le chef-lieu du Nord Kivu, entre les ministres des Affaires étrangères de la RDC et du Rwanda. Ils ont lancé sur place le mécanisme de vérification renforcé, un mécanisme censé contrôler le cessez-le-feu annoncé en août entre les rebelles du M23 soutenus par Kigali et l'armée congolaise épaulée également par des milices locales. Un décret signé par le président Tiani au Niger, il entérine de nouvelles déchéances provisoires de nationalité contre 7 personnalités proches du régime de Mohamed Bazoum renversé l'an passé. Cela concerne notamment l'ancien ministre des Affaires étrangères Assou Massaoudou, l'ancien ministre du Commerce Alka Chalada ou bien encore 2 chefs rebelles du Front patriotique de libération. Tous sont accusés d'attentats terroristes ou d'intelligence avec une puissance étrangère. Un appel à destination de Bamako. Amnesty International demande à la junte malienne d'enquêter sur la mort d'au moins 8 personnes, des civils tués par des frappes de drones menées le 21 octobre sur un marché d'Inadiatafan dans la région de Tombouctou. L'ONG de défense des droits de l'homme parle ici d'un crime de guerre. Cette question à présent. Pourquoi le calendrier électoral a-t-il glissé en Guinée-Bissau ? Après avoir dissous le Parlement l'an dernier, le président Umaro Sissoko Embalo a en effet officialisé lundi le report des élections législatives anticipées. Initialement prévues le 24 novembre, elles auront finalement lieu à une date qui reste à déterminer. Les conditions ne sont pas réunies, indique le décret d'annulation, mais quelles conditions ? Nous avons posé la question à Morin Paulin Toupane, chercheur à l'ISS, l'Institut d'études de sécurité. Il y a des raisons logistiques et financières, mais aussi politiques, parce qu'il me semble que le président Embalo semble avoir perdu ses principaux soutiens qui lui ont porté au pouvoir en 2021, notamment le MADEN, mais aussi le PRS. Et au-delà de ces 2 raisons, il y a des raisons juridiques et institutionnelles, car aucune des institutions impliquées dans le processus électoral ne semble respecter actuellement les critères définis par les lois et règlements en Guinée-Bissau pour organiser ce scrutin. Vous avez une commission nationale électorale dont les mandats des membres expiré depuis 3 ans. Et jusqu'à présent, on n'arrive pas à élire ni le président ni les membres du secrétariat exécutif. Vous avez le comité permanent de l'Assemblée nationale qui est le seul organe de l'Assemblée qui fonctionne en cas de dissolution de l'Assemblée nationale et qui aurait pu procéder à l'élection des membres de la CNE, mais malheureusement, ce comité a été paralysé aussi. Et enfin, vous avez une Cour suprême qui ne répond pas aux règles de normalité institutionnelle pour pouvoir s'impliquer dans le processus électoral. L'analyse du chercheur Morin Paulin Toupane. Dans l'actualité également, ce nouveau glissement de terrain dans l'ouest du Cameroun, au niveau de la falaise de Tchang plus précisément, région pourtant déjà touchée en juillet dernier par un glissement de terrain, 4 morts ici rapportés. Le Cameroun où Paul Biya fait aujourd'hui ses 42 ans au pouvoir, après la polémique de son absence de plusieurs semaines avant les élections prévues l'an prochain. Les Camerounais auront notamment droit aujourd'hui à des réunions publiques et des programmes spéciaux à la CRT, la radio-télévision nationale. Mais tout de suite, appel sur l'actualité. Juan Gomez, on vous retrouve. Merci Sébastien Duhamel. Prochain grand rendez-vous avec l'actualité africaine à 12h30, temps universel, Afrique Midi avec Nicolas Sûr. Appelez-nous, exprimez-vous. 33 9 693 693 70. Juan Gomez. RFI à l'heure américaine avec cette tendance très favorable pour Donald Trump qui a d'ailleurs revendiqué la victoire il y a maintenant une petite heure. Je serai le 47e président des États-Unis. C'est une victoire historique, a-t-il dit. Je vais redonner sa grandeur à l'Amérique. Il a d'ailleurs affirmé avoir gagné le vote populaire. L'avenir de l'Amérique sera plus fort et plus sûr que par le passé, a-t-il affirmé devant des partisans bien évidemment en liesse, présents à Mar-a-Lago en Floride, au QG du candidat républicain Jérôme Biala-Godefroy. Vous nous accompagnez tout au long de cette émission spéciale. Je rappelle que vous êtes docteur en civilisation américaine, spécialiste des présidents, auteur de cet ouvrage publié aux éditions Dalloz, Les mots MOTS de Trump. Il lui manque 3
3 grands électeurs à Donald Trump pour retrouver le bureau ovale à la Maison Blanche. On voit déjà les réactions internationales. Le président Emmanuel Macron a salué Donald Trump. On a également le Premier ministre britannique qui salue et félicite Trump pour sa victoire électorale historique. Réaction similaire de Benjamin Netanyahou en Israël, qui parle lui aussi de victoire historique. Elle est historique, cette victoire. Ah oui, elle est historique. On voit vraiment qu'il y a un basculement quand même vers la droite, je dirais même une forme d'extrême droite, et il y a un changement de paradigme évident. Alors on le voit, on l'a déjà vu en fait avant, puisqu'on a vu que par exemple sur la politique économique et notamment une sorte de libéralisme économique qu'il y avait, et puis cette idée de libre-échange avait été mise à mal en 2016, mais aussi par Joe Biden à la suite, c'est-à-dire que certains tarifs douaniers n'avaient pas été changés, par exemple. Donc on est dans une autre époque, mais là, il va y avoir aussi une sorte de déréglementation, de démantèlement de l'État à l'intérieur qui va changer beaucoup de choses aux États-Unis. Et ça inquiète en tout cas ceux qui ont voté pour Kamala Harris. Bonjour Moussa. Moussa ? Êtes-vous là, Moussa? À New York, il nous a envoyé un petit message. Ah, voilà, soyez bienvenus, ravi de vous entendre. Dans quel état d'esprit êtes-vous ce matin, Moussa? Je suis tellement choqué et surpris par la défaite de Kamala Harris. Vraiment, pendant 2 mois, l'engouement qui était autour d'elle, je pensais qu'elle va faire mieux. Vraiment, je suis tellement déçu. Que lui a-t-il manqué, Moussa? Vous dites, je pensais qu'elle allait faire mieux. Que lui a-t-il manqué finalement pour battre Donald Trump? Je pense qu'elle a tout fait parce que perdre les États comme Michigan, Pennsylvania, là où c'est contrôlé par les démocrates, notre gouverneur de Michigan et puis le gouverneur de Pennsylvania, on a notre sénateur qui est là-bas. On croyait qu'elle va faire mieux quand même dans les États comme Wisconsin, oui, Arizona, surtout Georgia, là où Biden avait gagné, oui, en 2020. Et justement, est-ce qu'il ne faut pas interpréter, et je parle aussi sur le contrôle de Jérôme Viala-Godefroy, docteur en civilisation américaine, est-ce qu'il ne faut pas interpréter ce vote comme étant un vote sanction contre Joe Biden? Oui, c'est un vote sanction parce que parce que moi qui vis ici, qui côtoie les Américains, beaucoup de gens sont déçus par rapport à l'ouverture des frontières. C'est ça qui a choqué beaucoup de monde, beaucoup de gens autour de la page pour rejoindre Trump, parce que même dans son discours tout de suite, le premier mot qui sort dans sa bouche, c'est « je vais régler la frontière », je vais fermer la frontière. Donc pour moi, ça c'est un vote sanction par rapport à l'ouverture à la politique migratoire de Joe Biden. Et c'est vrai que l'immigration a été le sujet numéro 1 de la campagne électorale de Donald Trump. Jérôme Viala-Godefroy, votre sanction contre Donald Trump? Alors oui, contre Joe Biden. Contre Joe Biden. Alors effectivement, on voit que Joe Biden en tout cas est resté très impopulaire, en tout cas en dessous de ce qu'il pouvait être auparavant. Et je pense que l'erreur principale, je dirais, de Kamala Harris, qui par ailleurs a fait une bonne campagne, c'est de ne pas s'être suffisamment différencié et pas suffisamment tôt de Joe Biden. On lui avait posé une question il y a quelques mois sur est-ce que vous feriez différemment, et elle disait je ne vois rien ce que je ferais différemment. Et ça a été un vrai problème. Donc, elle a fini par se différencier. Voter Kamala Harris, c'est voter le changement dans la continuité. C'est ça. Ouais. Et c'est pas assez le changement, justement. Alors, sur la frontière, il y a quand même pas, on ne peut pas dire que Biden a ouvert la frontière, par contre, puisque il a même plutôt fermé, plutôt couvert, puisque il a utilisé une loi, en fait, qui permettait à certains niveaux, quand il y avait trop d'immigrés, de totalement fermer, oui, y compris. Mais c'est pas comme ça que c'est perçu. C'est pas comme ça que c'est perçu. Excusez-moi, il y a des chiffres qui parlent d'eux-mêmes, Jérôme Viala-Godefroy, sur le nombre de migrants qui ont traversé la frontière. Oui. Et les États-Unis ont quand même battu des records sous la présidence de Joe Biden. Alors oui, mais on voit que ça a diminué depuis une année.
C'est-à-dire que il y a eu un pic juste après le Covid, mais ça a diminué, et notamment parce qu'il y a eu cette possibilité de fermer totalement les frontières, y compris à des réfugiés, à partir du moment où il y avait un chiffre trop important d'immigrés à la frontière. On écoutait à l'instant Moussa qui nous avait contacté de New York, mauritanien de New York, et on entendait sa tristesse. En revanche, Aubert à Yaoundé nous disait au standard: je suis super content. Bonjour Aubert. Allô Aubert, êtes-vous là? Bon, visiblement on a un petit souci. Est-ce que Filiberto est avec nous à Malabo, en Guinée équatoriale? Oui, je suis là, bonjour. Bonjour Filiberto, alors dans quel état d'esprit êtes-vous ce matin, en découvrant les résultats de l'élection présidentielle qui ne sont pas encore définitifs, je tiens à le préciser? Oui, bon, mais il reste juste 3 voix. Notre pourtant, mon cher, depuis longtemps, on dit 150 et pas. Alors attendez, que se passe-t-il là? Alors attendez, Filiberto, excusez-moi, répétez parce que on a entendu une messagerie vocale qui est passée à l'antenne pendant que vous parliez. Donc vous disiez, parlez un peu plus fort. Je disais que c'est presque fait, parce qu'il lui manque juste 3 voix. 3 grands électeurs, oui. Oui, 3 grands électeurs, je vais dire, oui, c'est ça. Donc vraiment, je me suis réveillé ce matin avec une gueule de bois, très dessus, comme le frère mauritanien là, vraiment, parce qu'on pensait que Kamala Harris pouvait gagner, bon, en quelque sorte un peu venger une femme, Hillary Clinton, bon, entre guillemets, on le pensait vraiment. Vu la campagne et le soutien vraiment qu'elle a eu au dernier moment, oui. On le pensait vraiment. Oui. Et que le personnage Filiberto, que craignez-vous désormais? Bon, ce qu'on craint, c'est que il applique sa rhétorique, le repli sur soi, il ferme les frontières, il remet l'Amérique plus grande, c'est bien beau, mais c'est vraiment le repli sur soi. Oui. Mais c'est pour ça que les Américains ont voté pour lui. D'abord l'Amérique, c'est bien ça, Jérôme Viala-Godefroy? Oui, America First, et on peut même dire les Américains d'abord, puisque il y a ce qui s'est mis vraiment en place depuis 2016, c'est les Américains contre les immigrés. Et on parle des immigrés illégaux beaucoup, des sans-papiers plus exactement, mais en réalité, c'est quand même un discours très ambigu sur l'immigration en général, même légale. Ce que Donald Trump a quand même promis, c'est aussi de diminuer l'immigration légale. Alors justement, les réfugiés. on a reçu beaucoup de questions sur l'immigration, sujet qui intéresse visiblement nos auditeurs. Bonjour Souleymane. Bonjour Juan, bonjour à vos millions d'auditeurs. Et merci de vos encouragements. Quelle est votre question? Suite à la victoire de Trump, quelles conséquences pour les immigrés qui ont franchi la frontière américaine illégalement? Alors, que prévoit Donald Trump, Jérôme Viala-Godefroy? Alors, ce que Donald Trump a en tout cas promis, c'est de les arrêter et de les expulser. Donc, on parle ici de minimum 12 millions de personnes, s'il fait vraiment ce qu'il dit. Il a promis la plus grosse opération d'expulsion de migrants de l'histoire des États-Unis. Exactement. Alors, ça va être compliqué parce que il peut avoir aussi des blocages au niveau des États, au niveau de ce qu'on appelle les villes sanctuaires, puisque certaines villes se sont déclarées comme étant des sanctuaires pour les gens qui seraient éventuellement sans papier, etc. Donc, et puis l'autre problème qu'il va y avoir, c'est qu'il faut identifier ces immigrés illégaux, et donc il va falloir demander les papiers d'identité aux gens, aux hispaniques en général. Enfin voilà, ça va être très compliqué à mettre en place, mais il va de toute façon faire au moins un certain nombre de mesures et tenter le plus possible d'expulser ces immigrés. Alors ça va. Nous parlons, Jérôme Viala-Godefroy, d'expulsion, mais dans la bouche de Donald Trump, lui parle d'exportation. De déportation. De déportation, tant pour moi, je cherchais le mot. Alors, sauf qu'en anglais, le terme n'a pas j'utilise justement exprès le terme expulsion parce qu'il est toujours traduit par déportation, mais déportation en français a une autre connotation qu'il n'a en anglais. En anglais, il n'a pas cette connotation. Ah d'accord, c'est pour ça que je me permettais de le souligner. Continuons à parler d'immigration encore avec un auditeur. Amat, bonjour. Bonjour Juan, bonjour à tous les auditeurs de la RFI. Nous vous écoutons. Monsieur Juan, la présidentielle aux États-Unis s'est déjà scellée par la victoire de Trump qui a fait son retour au pouvoir. Ceci étant une question. La victoire de Trump signifie-t-elle que le chantier de la construction du mur à la frontière mexicaine pourra reprendre?
Alors, Jean-Pierre Godefroy, quel avenir pour ce mur qui était, je le rappelle, la promesse phare de la première campagne électorale de Donald Trump? Oui, et qui n'a pas du tout complété, puisque en réalité, il a reconstruit une partie du mur qui n'était pas construite de manière correcte. Il n'a pas beaucoup ajouté de murs par rapport aux plus de 1000 km qu'il avait promis de faire. On va voir effectivement s'il arrive à avoir les fonds, mais il a le Congrès a priori avec des majorités. On va voir, ça va dépendre du résultat à la Chambre notamment. Oui. En tout cas, le Sénat est désormais contrôlé par les Républicains. Tout à fait. La Chambre de représentants, je le rappelle, c'est l'Assemblée nationale. C'est ça. Tous les députés remettaient en jeu leur mandat, oui, c'est bien ça. Tous les 2 ans. Et pour l'instant, la tendance est plutôt favorable. Plutôt favorable aux Républicains, effectivement. Aux Républicains. Ça veut dire que Donald Trump, si sa victoire se confirme, s'il obtient ces 3 fameux derniers grands électeurs, aura une marge de manœuvre incroyable pour mener à bien sa politique et notamment sa politique migratoire. Oui, tout à fait. Il aura la bourse, puisque c'est quand même le Congrès qui est chargé du budget, et donc il va falloir voir aussi si à l'intérieur du Parti républicain tout le monde suit. Voilà, parce qu'il y a eu, on a eu en tout cas pour le Congrès précédent, la Chambre précédente, une division à l'intérieur du Parti républicain entre les purs Trumpistes et les moins Trumpistes. Enfin là, on va voir ce que ça donne, mais a priori, il pourrait faire beaucoup plus, y compris la construction du mur comme il l'avait promis en 2016. 33 9 693 70, émission spéciale pour comprendre les enjeux de l'élection présidentielle. Vous vous réveillez, vous allumez la radio, Donald Trump n'a pas encore gagné, je tiens à le préciser, mais les jeux sont quasiment faits puisqu'il lui manque 3 grands électeurs pour franchir le seuil fatidique des 270 grands électeurs nécessaires pour rejoindre le bureau ovale à la Maison Blanche. On repasse au standard, il y a beaucoup de questions. Fidèle, bonjour. Bonjour à tous les Africains résidant aux États-Unis. Ils sont nombreux à nous écouter, quelques-uns à nous envoyer des messages sur le compte WhatsApp d'Appel sur l'actualité. Vous, en tout cas, vous êtes en Côte d'Ivoire, nous écoutons votre question. Ma question est de savoir quels seront les charges judiciaires de Donald Trump comme on a dit, réélu. Oula, alors le réseau téléphone n'est pas... Excusez-moi, le réseau téléphone est très très mauvais. Que vont devenir les affaires judiciaires de Trump s'il est effectivement réélu, c'est ça? Voilà. Jérôme Godefroy. Alors, pour ce qui est des affaires au niveau fédéral... il est impliqué dans 5 affaires, il me semble. Voilà, c'est ça, 5 affaires. Alors, pour une bonne partie d'entre elles, c'est-à-dire 3 en réalité, 4 même, il va pouvoir soit s'autogracier, soit demander à la... Il peut s'autogracier. Ah, bien sûr. C'est prévu dans la Constitution. Ah, ben, il n'y a pas de limite. Rien n'est dit contre ça. Donc, c'est possible. Il peut s'autogracier. Et puis, il peut aussi mettre fin, tout simplement, à ces poursuites en demandant au département de la justice d'arrêter les enquêtes, d'arrêter la procédure. Donc là-dessus, il avait tout intérêt à remporter l'élection présidentielle. Mais pour lui, c'est extrêmement, c'est une très 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 bonne nouvelle. Alors le seul bémol, c'est par exemple, il a une affaire en Géorgie. Et là, ça dépend de l'État de Géorgie. Là, il n'a aucune prise sur ce qui se passe dans l'État de Géorgie et ce qui va être décidé. En Géorgie, il est poursuivi pour avoir essayé d'inverser les résultats de l'élection. Exactement. Et c'est un des procès les plus importants, en tout cas en termes symboliques. Voilà. Donc on va voir jusqu'où ça va aller, mais c'est évident que cette élection met à mal les accusations et risque de donner encore l'impression qu'on doit lui en vouloir et qu'on est après lui. On essaie de le faire. C'est une chasse aux sorcières. En tout cas, je retiens qu'il peut s'auto-gracier. Tout à fait. C'est prévu dans la Constitution. Alors pour ça, il faut qu'il soit condamné. Donc s'il était condamné, mais je pense qu'il ne sera même pas condamné. C'est-à-dire qu'il arrêtera, il mettra la pression sur le département de la justice pour faire arrêter les procès. Je regarde le site de l'agence AP, qui est le site, on va dire, qui le plus fiable dans les tendances. On est toujours à 267 grands électeurs depuis
plus d'une heure. Que se passe-t-il, Jérôme Biala-Godefroy? Pourquoi le compteur n'avance plus depuis 60 minutes? Alors, je n'ai pas regardé les dernières dans les États, mais c'est simplement une question de recomptage, de comptage dans certains États, et notamment le fait qu'il y a une partie de votes qui sont des votes par correspondance. Il faut dépouiller maintenant. Il faut dépouiller. Alors, pour certains États, il y a bon, par exemple, dans le Michigan, donc je crois que c'est les votes sont clos, me semble-t-il, à revérifier. Oui. Mais c'est vrai que vous ne pouvez pas être en train de répondre aux auditeurs, effectivement, et me parler et regarder la tablette, les dernières. Je vous prends un peu au dépourvu. Voilà, mais ce qui se passe en général, c'est que vous avez des États qui font du dépouillement un petit peu à l'avance, pas forcément pour avoir le résultat, mais qui vont manipuler les enveloppes, pour mettre tout dans l'ordinateur, pour qu'il y ait les lectures après optiques. Et dans certains États, ce n'est pas fait à l'avance, et donc il faut le temps que ça soit fait. Et quand vous avez beaucoup le compteur peut rester figé très longtemps comme ça? Il peut rester figé plusieurs jours. C'est ce qui s'était passé. C'est ce qui s'était passé. C'est ce qui s'était passé en 2020. Effectivement, ça avait duré quelques jours, 5 jours. 4 jours pour connaître définitivement le nom du vainqueur. Allez, on repasse au standard. 33 9 693 693 70. Bonjour Jean-Bernard. Bonjour Juan. Soyez le bienvenu et merci de nous écouter à Yaoundé au Cameroun. Pourquoi le sujet de l'avortement a-t-il pris une place aussi importante dans la campagne électorale? Jérôme Biala-Godefroy. Alors, parce que c'est une question importante pour la moitié de la population, en tout cas une bonne partie de cette moitié, c'est-à-dire pour les femmes, et notamment parce que c'est devenu quelque chose de concret et que il y a eu des conséquences sur la santé. Parce que, par exemple, pour beaucoup de médecins, dans les États où l'avortement a été interdit, la question est de jusqu'où ils peuvent aller pour essayer de sauver une mère, par exemple, qui est en danger dans sa grossesse, voilà. Et donc certains hésitent et attendent jusqu'au dernier moment, et il y a eu des incidents et des mères qui sont mortes parce qu'on n'a pas voulu terminer le fœtus qui mettait en danger éventuellement la mère, parce qu'on était après accusé de meurtre. Et on en a beaucoup parlé. Bon, il y a eu effectivement cette décision de la Cour suprême il y a 2 ans maintenant, mais je parle là sous votre contrôle. Il y avait, en plus de l'élection présidentielle, en plus du vote des sénateurs et de la Chambre des représentants, il y avait un certain nombre de référendums, dont un qui portait sur l'avortement. Oui, tout à fait, dans plusieurs États d'ailleurs. Alors en Floride, ils n'ont pas, ça n'est pas passé parce qu'il fallait plus de 60% des votes pour terminer cette fin du droit à l'avortement, ou pour rétablir le droit à l'avortement. Mais dans la plupart des États où il fallait une majorité, le droit à l'avortement est revenu au niveau des États. En 2 mots, quelle était la position de Donald Trump? Quelle est sa position? Alors, Donald Trump a une position qui est de dire maintenant, c'est aux États de le faire. Ce n'est plus une question au niveau fédéral. Moi, j'ai mis fin à quelque chose où il y avait plein de gens qui étaient d'accord. Alors voilà, le problème, c'est que pour beaucoup d'Américains, c'est devenu concret une fois vraiment, ça a pris du sens une fois que ça a été mis en place, et il y a des situations qui sont quand même assez difficiles pour un bon nombre de femmes. Autre question standard, et ils sont nombreux les auditeurs à s'interroger sur le positionnement de Donald Trump sur des dossiers de politique étrangère. On va commencer avec Alpha. Bonjour. Bonjour Juan, je salue l'ensemble de vos travailleurs. Merci. Y compris notre invité. Jérôme Biala-Godefroy qui vous écoute. Allez-y, quelle est votre question? Ma question est de savoir quelle position Donald Trump pourrait-il prendre dans la guerre en Ukraine en cas de victoire? J'imagine que les Ukrainiens suivent de très près ce qui se passe en ce moment aux États-Unis. Trump promet de mettre fin à la guerre en Ukraine en 24 heures. Oui, c'est ce qu'il dit. Alors on va voir comment il va faire ça. Il a même parlé de le faire avant de devenir président, que ce sera une des premières choses qu'il fera.
alors, il va certainement donner des territoires, on peut l'imaginer, accepter que certains territoires aillent à la Russie, mais ce n'est pas pour ça que l'Ukraine, en tout cas les Ukrainiens... Que lui souhaite que certains territoires aillent à la Russie, ça le regarde, mais il y a les Ukrainiens. Exactement, il y a les le président Ukrainiens. Zelensky, il y a le peuple ukrainien. Voilà, mais il ne fournira sans doute plus d'armes, c'est le gros risque, hein, qu'il ne fournisse plus d'armes, que Elon Musk ne fournisse plus non plus ses satellites et que l'Ukraine ne dépende plus que de l'Europe. Donc c'est une bonne manière de le faire, c'est de dire on ne vous fournit plus d'armes. Alors il va falloir même... Dans quelle optique? Dans l'optique de dire l'Amérique a déjà trop payé pour l'Ukraine, c'est ça. Ou dans l'optique de se dire Vladimir Poutine, et on connaît ses relations avec Donald Trump, eh bien je fais en sorte qu'il remporte cette guerre. Alors je pense qu'il ne mettra pas ça dans ces termes de je fais en sorte qu'il remporte cette guerre. Il se présentera comme un homme de paix qui a une très bonne relation avec effectivement Vladimir Poutine et donc ça va vraiment avoir un impact très fort sur les Ukrainiens qui dépendront, comme je le disais, éventuellement de l'aide européenne, mais en tout cas il y aura une forme de résistance très certainement en Ukraine parce que les Ukrainiens, quoi qu'il se passe, n'accepteront très certainement pas de rendre en tout cas que le reste de leur territoire aille à la Russie. Donc on va voir ce qui va se passer exactement. Il faut aussi se méfier de ce que dit Donald Trump. Il dit des choses, il ne fait pas toujours ce qu'il dit s'il n'y voit pas son intérêt. Et le parti républicain jusqu'à récemment était divisé sur la question. Voilà, je regardais pendant que vous nous parliez les réactions des différents dirigeants à travers le monde. Je vous ai cité tout à l'heure celle du Premier ministre britannique, celle du président Macron, de Benjamin Netanyahou. Le président Zelensky a réagi. Il espère que Trump aidera l'Ukraine à obtenir une paix juste. Fin de citation. Allez, on repasse au standard. Bonjour Hubert. Bonjour Juan Gomez, bonjour à tous et bonne nuit là-bas aux États-Unis d'Amérique. On vous écoute. Bien, merci d'avoir entretenu la ligne avec Abéchir. Okay. Le retour de Trump à la Maison Blanche pourrait-il avoir des conséquences sur l'OTAN? Alors voilà, une question qui est revenue 2-3 fois. Donc visiblement, cela intéresse les auditeurs sur l'OTAN. On sait que Kamala Harris et Donald Trump avaient deux visions complètement opposées. Que compte faire Donald Trump? D'autant qu'on a le souvenir lors de son premier mandat qu'il avait un peu secoué les autres pays membres de l'Alliance Atlantique. Oui, alors là aussi il y avait des accords, y compris à l'intérieur du Parti républicain. Il y a une loi qui a été votée en 2023 qui fait que ça limite ce que Trump peut faire tout seul par rapport à l'OTAN. Mais sans se retirer nécessairement de l'OTAN, il peut... Enfin, il l'avait dit à l'époque. Hein. Il l'avait dit. Si vous ne payez pas alors plus... Voilà, c'est ça. Voilà, alors ce qu'il peut faire effectivement, c'est toujours cette idée avec Donald Trump de cette transactionnalité, d'être en transaction tout le temps et que ça bénéficie plus à lui et donc à l'Amérique plutôt que aux alliés. Et l'idée, c'est qu'il est dans cette obsession que l'Amérique se fait avoir par les autres, tout le temps. Donc, ce qu'il va essayer de faire, c'est d'exiger que les alliés payent plus, et il va menacer de définancer, en tout cas de ne plus financer de son côté l'OTAN, ce qui ferait finalement que l'OTAN serait dépourvue de sa force et de sa puissance. En tout cas, lundi, donc à la veille du scrutin présidentiel aux États-Unis, le secrétaire général de l'OTAN, lors d'une conférence de presse, a quand même minimisé les effets d'une éventuelle victoire de Donald Trump. On suivra ça évidemment dans les prochaines semaines. Il nous reste 2 minutes. Rapidement, une dernière question. Bonjour Tierno. Jérôme. Bienvenue, nous vous écoutons. Merci, comme l'OTAN nous a pris, je vais aller droit au but. Oui. Ma question est de savoir, avec l'élection de Donald Trump, 47e président des États-Unis, faut-il s'attendre à un changement de politique au Moyen-Orient? Jérôme Bialagodefroy. Alors oui, il a quand même une relation très compliquée avec Netanyahou, mais ce qui est très très important chez Donald Trump, c'est sa position très anti-iranienne, par exemple. Il avait fait... il avait les accords d'Abraham ici qui avaient favorisé notamment l'Arabie Saoudite, etc. Et le Maroc. Mais il faut voir aussi que la cause palestinienne, il s'en fiche totalement et il va encore là se présenter comme étant un homme de paix en demandant à
sans doute à Israël d'arrêter les bombardements, mais on va voir ce qu'il va y avoir derrière, et ça risque d'être aussi à long terme un vrai problème pour les Palestiniens. Ouais, il y a cette formule qui n'est pas de moi, mais qui est revenue souvent ces derniers jours. Kamala Harris défend Israël.